ses François, positions je antérieures... m'excuse. Je dois vous arrêter, malheureusement. Je suis désolé. Mais désolé, Dimitri. On écoute M. Dubé. Bonne fin d'après-midi. La diffusion des données. Nous allons sortir les données sur l'état de la COVID au Québec, les cas, les décès, les hospitalisations et les tests à 11 heures comme on le fait, mais toutes les données sur la vaccination, donc les bonnes nouvelles, on va les donner, elles seront publiées à 13 heures. Je voudrais faire un peu le point sur la vaccination au Québec. Je vous annonce qu'une première dose a été donnée à 8 339 personnes hier, ce qui porte maintenant le total à 115 000 personnes qui ont été vaccinées en ce moment. On a reçu 40 950 doses mardi, telles qui étaient prévues. 5 850 de ces nouvelles doses-là hier, ce qui fait qu'à date, on a reçu 162 000 doses, 162 000 doses, depuis le début de la vaccination. Il faut se rappeler qu'on a toujours comme objectif d'être à 250 000 au mois de février, donc les livraisons se font très bien. Plus de la moitié maintenant des résidents de CHSLD ont reçu une première dose du vaccin. Une autre bonne nouvelle. On a maintenant écoulé toutes nos premières doses. On vaccine à présent avec les nouvelles doses de Pfizer qu'on a reçues dans les derniers jours. Puis comme vous le voyez, depuis plusieurs jours, la vaccination se déroule rondement. Grand merci à l'équipe de vaccination de M. Paré. Cependant, ce n'est pas parce qu'on vaccine, puis ça, je vais insister là-dessus, qu'on doit relâcher les bonnes habitudes de protection et de contrôle des infections que nous avons prises lors des derniers mois, parce que je le dis, je veux juste insister là-dessus. Souvent, dans nos CHSLD qui ont été vaccinés, on sent un certain relâchement, on se sent immunisé. Alors, je veux passer le message que la vaccination, c'est une mesure de plus, mais on doit demeurer extrêmement vigilant avec nos mesures sanitaires en place. C'est important de le répéter. Puis comme aussi l'a mentionné la santé publique là, lors d'un meeting, lors d'un briefing, un brefage un peu plus tôt, nos experts maintenant recommandent que la deuxième dose du vaccin soit administrée entre 42 et 90 jours. Et dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie car on doit composer avec très, très peu de vaccins, comme vous le savez. Et on est engagé dans une course contre la montre, puis M. Massé pourra répondre à des questions spécifiques là-dessus. Notre stratégie, est claire. On vise à vacciner le plus de personnes vulnérables pour sauver des vies et réduire la pression sur notre système de soins. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses, plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Bon, maintenant, vous savez, on vous a parlé beaucoup des RPA récemment. J'aimerais dire quelques mots sur les RPA. Nous avons, résidence pour personnes âgées, là, nous avons récemment dû prendre des décisions qui sont crève-cœur et mettre en place des mesures supplémentaires dans les RPA. Là, je fais juste penser, par exemple, aux cafétérias. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, je le dis, mais on a fait ça pour protéger les résidents. Il y a encore plusieurs éclosions dans ces milieux où il y a beaucoup de mobilité. Puis il fallait donc s'assurer d'éviter les rassemblements et les contacts pour éviter que cette transmission s'accentue. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la recommandation qui a été faite par la santé publique de reporter la deuxième dose jusqu'à 90 jours, bien ça va nous permettre de vacciner les résidents des RPA plus rapidement parce qu'ils viennent après nos employés de la santé et les CHSLD. D'ailleurs, les établissements qui sont en train de planifier la vaccination dans les RPA devraient commencer le 25 janvier. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contents aujourd'hui. On reçoit beaucoup de téléphones. La vaccination dans les RPA va commencer le 25 janvier. Donc, je veux dire aux résidents des RPA, que la lumière est vraiment au bout du tunnel. On la voit, là. On fait le plus vite possible pour vacciner les autres et pour que vous puissiez retrouver une vie la plus normale possible. Bon, maintenant, un bilan sur les cas, mais particulièrement sur les hospitalisations, qui est mon dernier point aujourd'hui.
En terminant, j'aimerais dire que dans les derniers jours, on le voit, là, le nombre de cas semble se stabiliser aux alentours de 2100. Bon. Par contre, vous l'avez vu aussi, pour ceux qui suivent ça de proche, puis il y a de plus en plus de gens qui suivent ça de très proche, les hospitalisations sont toujours en hausse. Alors donc, oui, une amélioration du côté du nombre de cas, mais la situation, pour moi, là, elle est encore très inquiétante, particulièrement au niveau des hospitalisations. Donc, et c'est pour ça qu'on voit encore un très grand nombre de décès. Au risque de me répéter, et je vais être clair, les cas se répercutent sur les hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivent. On le comprend bien. Donc, le 1500 hospitalisations que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de la forte hausse de cas qu'on a eue dans les dernières semaines. Alors, ce matin, vous l'avez vu, et je le répète là, pour les gens qui nous écoutent, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé publique, montrent aussi que la situation, elle est très fragile dans nos hôpitaux. On l'a expliqué, le couvre-feu était justement pour freiner la hausse des cas et baisser la pression sur notre réseau. Alors, rapidement, en conclusion, je résumerai. C'est vraiment pas le temps de relâcher nos efforts. Ça fait longtemps que je le dis, mais on le voit là, qu'on a une bonne nouvelle du côté des cas, mais on n'est pas encore dans les bonnes nouvelles sur les hospitalisations et sur les décès. Je veux préciser que ceux qui ne respectent pas les règles nuisent à l'ensemble du Québec. C'est très clair, parce que des décisions qu'on prend aujourd'hui individuellement ont un impact collectif. Et si on ne réduit pas la contagion, le confinement risque de se prolonger et peut-être même de se durcir. Alors, au lieu de vous demander comment vous pouvez contourner les règles, demandez-vous donc plutôt comment vous pouvez vous y conformer. Il faut qu'on joue en équipe, il faut qu'on batte ce virus-là de vitesse, et si on joue en équipe, on va gagner la course contre la montre. Alors, I'll say a few words in English. First of all, starting today, we will... Avant tout, à partir d'aujourd'hui, nous allons rendre publiques les données sur l'état de la COVID au Québec. Les infections, les hospitalisations et les tests, ça va être à 11 heures du matin. Mais pour les vaccinations, les données seront rendues publiques à 13 heures. Par conséquent, voici les résultats pour les vaccins au Québec. La première dose a été donnée à environ 8 000 personnes hier, avec un total donc 115 000 personnes inoculées. Nous avons reçu 40 000 doses mardi, 5 800 doses ont été reçues hier, donc 162 000 doses depuis le début de l'inoculation. Plus de la moitié des CHSLD ont pu être couvertes pour une première dose. C'est une très bonne nouvelle. Comme vous l'aurez vu depuis quelques jours, la vaccination avance de façon harmonieuse au Québec. Par contre, cela n'est pas dire qu'il faut arrêter les habitudes de prévention et de contrôle des infections. Comme la santé publique l'a dit un peu plus tôt avec un exposé technique, nos experts recommandent que la deuxième dose soit administrée entre 42 et 90 jours après la première. Dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie puisqu'il nous faut composer avec très peu de doses. Quand nous aurons plus de doses, nous pourrons réduire le temps entre les deux doses. Maintenant, quelques mots sur les RPA. Tout récemment, il a fallu prendre des décisions crève-cœur pour mettre en place des mesures additionnelles. Il y a encore plusieurs éclosions. Il était donc nécessaire pour s'assurer que les rassemblements étaient évités pour éviter la transmission. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une recommandation de la santé publique pour reporter jusqu'à 82 jours la deuxième dose. Cela nous permettra de vacciner des résidents supplémentaires et le faire plus rapidement. En fait, la vaccination dans les RPA devrait commencer le 25 janvier et c'est bientôt. Depuis quelques jours, le nombre d'infections s'est stabilisé à environ 21
21 cas, mais les hospitalisations sont en hausse et je crains de me répéter, mais les hospitalisations dans les jours qui viennent sont quand même une raison de prudence. Et donc, on peut comprendre les statistiques, mais donc, il faut quand même s'efforcer. Les gens qui ne respectent pas les règles font du tort à tous les Québécois parce que nos décisions individuelles ont un impact collectif. On joue en équipe et il faut être solidaire. Il faut battre le virus. Et si nous jouons comme une équipe, nous allons gagner la course contre le temps. Merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Donc, pour la conférence de presse aujourd'hui, nous avons un modèle hybride. Il y a quelques journalistes qui sont dans la salle et nous avons des journalistes aussi via Zoom. Alors, pour les gens en Zoom, je vous rappellerai que c'est un média, un représentant par média et aussi de lever votre main là, via l'application pour que je puisse adresser la parole. Pour la première question, nous allons y aller avec Annie Guillemette, Cogeco Nouvelles. Bonjour. J'aimerais savoir, est-ce qu'on est capable de quantifier qu'est-ce que ça va donner, ce report-là de la deuxième dose? Vous parlez, Monsieur le ministre, des RPA qui seront vaccinés plus rapidement. Est-ce qu'on sait si ça représente combien de personnes vulnérables vaccinées plus rapidement? Oui, mais en fait, on peut garder ça simple parce que je n'ai pas mon tableau avec moi, là, mais de la présentation que vous avez eue ce matin, rappelez-vous qu'on avait déjà prévu au début mars les deuxièmes doses là, pour le personnel des CHSLD et le personnel de la santé d'à peu près 50 000 personnes. Donc, c'est un déplacement qu'on fait qui nous permet de vacciner un plus grand nombre de personnes, mais peut-être plus techniquement, là, je pourrais demander. Mais le principe, là, c'est d'en vacciner le plus rapidement possible, surtout de la clientèle vulnérable. Mais peut-être que M. Massé peut vous donner. En fait, ça va nous permettre de rejoindre non seulement les gens à RPA qui vont commencer d'être vaccinés très bientôt, mais aussi les gens qui ont 80 années et plus, les gens qui ont 70 ans et plus, des gens qui sont vraiment à haut risque. Évidemment, il y a moins de complications, un peu, mais quand même beaucoup de complications. Et on a calculé que ça nous permettrait de devancer, peut-être pas de 42 jours de plus, mais de devancer pour près d'1,5 million de personnes, près de 500 000 personnes, on va pouvoir devancer la vaccination. Donc, l'impact de cette chose-là, c'est un impact très important. De gagner quelques semaines, c'est gagner beaucoup de cas, beaucoup de transmissions, d'hospitalisation, de décès. Donc, c'est un gain important du point de vue de la protection de la population. Et en sous-question? Parlant d'impact, justement, M. le ministre, vous avez ouvert la porte tantôt à des mesures plus draconiennes au niveau du couvre-feu ou des restrictions qui pourraient être imposées. Qu'est-ce que ça vous prendrait pour que le couvre-feu soit levé le 8 février? Bien, écoutez, vous savez qu'on a toujours dit que c'était un ensemble de facteurs qui nous aidaient à prendre nos décisions depuis le début. Prenons comme, je dirais, une demi-bonne nouvelle qu'il y a eu une baisse des cas. On va dire ça comme ça parce que je veux qu'on reste sur nos gardes, là, parce que on le dit, le nombre de cas, c'est une chose, mais les hospitalisations, vous avez entendu Dr. O'Patterney cette semaine, c'est pas jojo ce qui se passe en ce moment là, dans tous nos grands hôpitaux à Montréal. Donc, je pense qu'il est encore trop tôt pour être satisfait. Je pense qu'on peut être content d'une direction qu'on semble avoir en ce moment, mais je vous dirais là, que tout ce que je voudrais, c'est que les Québécois réalisent que continuons à faire les efforts qu'on tente de faire. Ça semble fonctionner, mais il est trop tôt. Il est trop tôt pour dire qu'on réussit, là. Et maintenant, au micro 2, je rappelle que c'est question sous question aux médias. Si vous pouvez spécifier votre nom et votre média, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Éric Plouffe de Radio-Canada. J'aimerais vous entendre à propos des discussions que vous avez dû avoir avec les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement fédéral sur ce délai qui peut aller jusqu'à 90 jours parce que le fédéral n'était pas d'accord, était plutôt en faveur d'un délai de 42 jours maximum. Et puis, certains vont se demander si ça ne risque pas de compromettre peut-être l'acheminement de doses supplémentaires éventuellement si on ne respecte pas les recommandations des compagnies pharmaceutiques.
Ben, écoutez, vous avez entendu le premier ministre cette semaine, quand on en a parlé une première fois, qui a dit jamais on remettrait cette discussion-là avec le fabricant. Mais je vous dirais, la bonne nouvelle, puis après de longues discussions là, qui ont été menées par Dr Arruda avec les différentes instances fédérales, puis je pourrais demander à M. Massé de compléter, mais je vous dirais, jusqu'à dans les dernières heures, la recommandation, non seulement des instances fédérales, tient compte notamment des particularités des provinces par rapport à leur propre situation. Puis ça, je pense que c'est un point que le docteur Arruda a réussi à bien expliquer à ses collègues des autres provinces et du fédéral, que c'est beau avoir certaines limites, mais au Québec, on n'a pas la même situation qu'ils ont au Nouveau-Brunswick ou en Colombie-Britannique. Donc, ce troisième élément-là a aidé dans les réflexions qu'il y a eu. Ça, c'est mon premier point. Puis, le deuxième point, je pense qu'il est encore tout aussi important, c'est que on le dit, puis il y a eu des... D'ailleurs, on est très proche de Pfizer. Il y a eu des discussions encore ce matin dans l'équipe de santé publique. Il faut leur expliquer aussi aux fabricants notre particularité. Donc, on le fait avec le fédéral, on le fait avec les différentes instances, mais il y a beaucoup de proximité entre la santé publique du Québec et le fabricant pour être capable d'expliquer aussi notre position. Alors, mais je vous dirais, avant de passer la parole à Richard, il y a une chose qui est sûre, on n'a jamais remis en question le fait qu'on veut donner une deuxième dose. C'était juste de savoir d'aller en donner une, ça c'était évident pour nous, mais c'était de dire quelle marge de manœuvre que vous nous donnez pour qu'on puisse vacciner vraiment notre clientèle vulnérable. Puis là-dessus, s'il y a d'autres précisions, je laisserai la parole à M. Massé. D'accord. Merci. Donc, en plus de l'engagement de donner la deuxième dose, c'est aussi d'être capable de monitorer la situation pour voir c'est quoi le niveau d'immunité de protection qui est comparé par le vaccin, parce que les données jusqu'à date allaient jusqu'à 42 jours. Ça ne veut pas dire que c'est pas efficace après, au contraire. Mais c'est juste que les données des études. Fait qu'on va continuer cette évaluation-là, puis on va suivre non seulement au Québec, au Canada, mais ailleurs dans le monde pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui est sûr que dans les discussions, les gens comprennent que le contexte épidémiologique est important. Dans l'Est du Canada, vous avez eu très peu de transmission. La pression pour donner la deuxième dose maintenant, ça ne se pose pas comme chez nous, où est-ce que là, la transmission est beaucoup plus importante. Puis l'impact de retarder de quelques semaines, il s'agit seulement de quelques semaines, l'impact de reporter de quelques semaines et d'un point de vue de la transmission dans la communauté, elle est très, très importante chez nous. Donc, c'est un gain qui est très appréciable. Et donc, ça se peut qu'on puisse le donner avant. Si on peut le donner avant, on va le faire. Si on se rend compte qu'il y a des populations pour lesquelles la protection est moins bonne, parce qu'on a moins de données chez les gens qui sont plus âgés pour l'efficacité vaccinale, on ajustera en conséquence. Et on s'est donné comme un délai maximum de 12 semaines pour le donner, ce qui va nous permettre de recevoir des doses supplémentaires puis d'avoir vraiment protégé bien les gens. Maintenant, sous question? Oui, Monsieur le ministre, vous parliez du niveau du taux préoccupant d'hospitalisation. Si Montréal veut ouvrir davantage de lits, mais manque d'infirmières, est-ce que ce serait possible de faire ce qui s'est fait pendant la première vague, donc de transférer du personnel? Oui, la réponse c'est oui. Puis je pense que Dr O'Patterney a dit qu'on a à peu près toutes les solutions qui sont sur la table en ce moment. J'en profite pour vous dire qu'une des solutions le travail qui a été fait, entre autres, par ma collègue Danielle Mécan, d'aller chercher des infirmières qui sont... Vous savez, on est rendu déjà à plus de 500 inscriptions au programme. Ce sont le genre d'initiatives en ce moment qu'on met en place. Donc, je vous dirais, on va tout regarder, mais la meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir une stabilisation dans les cas des hôpitaux. Je pense que c'est ça qu'on doit à notre réseau de la santé, c'est de continuer à faire nos efforts pour baisser la pression. Merci. Merci. Maintenant, nous allons y aller avec les journalistes là, qui sont via l'application Zoom. Alors, on va y aller avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous trois, vous m'entendez bien? Peut-être un petit peu plus fort, M. Laforêt. Oui. OK, c'est Je vais bon. enlever mon masque, ça va aider. Ma question est pour le docteur Massé.
Docteur Massé, encore il y a à peine quelques minutes, le docteur Nou à Ottawa a dit qu'on devait suivre la cible du 42 jours. Ce qu'on comprend, c'est que vous allez à 90 jours en ne sachant pas si l'immunité du vaccin va rester. En fait, les données épidémiologiques montrent que le vaccin est encore très efficace à 42 jours. Donc, on a été mesuré sur cette période-là. Il n'y a tout simplement pas des données scientifiques qui ont été présentées, qui ont été rendues disponibles pour la période qui suit. Ceci dit, on travaille avec plusieurs vaccins depuis très longtemps. Puis, on sait bien que l'immunité, ce n'est pas une chose qui arrête comme s'il y avait un mur, puis tout d'un coup, il n'y en a plus. Donc, cette chose-là continue dans le temps. Et c'est ce qu'on va monitorer. Pas seulement nous, parce que la question se pose pas juste au Québec, elle se pose au Canada, elle se pose aux États-Unis, elle se pose en Europe. Tout le monde se pose la même question et tout le monde monitore la même chose. Donc, les données, l'expérience qu'on a, puis la grande expérience qu'on a là-dedans nous montre que c'est une chose qui est sécure, qui est efficace. C'est un délai de quelques semaines. On aimerait ça respecter 42 jours. Mais entre le choix d'allonger de quelques semaines en sachant que l'expérience des vaccins nous permet de faire une chose comme celle-là, même si c'est un nouveau vaccin et qu'il nous manque des données pour ce vaccin-là, puis l'impact de vacciner des gens plus âgés qui sont malades, pour lesquels on a des hospitalisations, des décès, c'est cette balance de risque-là qu'on doit faire. Puis on pense que clairement, la balance est en faveur de protéger les gens. Mais on suit la situation. Et s'il y avait des sous-groupes pour lesquels on se rendait compte que l'immunité était moins bonne, on agirait et on le donnerait avant. Et dès qu'on va être capable, on va raccourcir l'intervalle pour se rapprocher de 42 ou peut-être même moins si les choses se prêtent. Donc, c'est vraiment comme une balance de risque et c'est bien compréhensible qu'on doit faire ce genre de choix-là. Au niveau canadien, les directeurs de santé publique ont reconnu cette chose-là, que le contexte épidémiologique devait être tenu en ligne de compte et puis que c'était un choix qui pouvait arriver quand on avait des situations de transmission qui étaient très élevées, ce qui n'est pas le cas partout au Canada. En sous-question, M. Laforêt. Ma deuxième question est pour M. Parry. On sait actuellement, et vous l'avez dit là, un peu plus tôt aujourd'hui, et on le savait depuis hier, qu'il y a des régions au Québec qui n'ont pas de vaccin, qui sont incapables de vacciner. Quel est le nombre de régions qui n'ont pas de vaccin actuellement? Est-ce que vous craignez que ça risque d'arriver dans les prochaines semaines avant que l'approvisionnement soit à son maximum? Mais écoutez, aujourd'hui, on s'attend que le début de la vaccination dans les régions qui ont manqué de vaccins va reprendre. Justement, nous attendons d'avoir une livraison demain de la compagnie Moderna pour 34 000 doses. Et ce qu'on va faire, on va les redistribuer au cours de le week-end pour justement là, bien fournir, bien alimenter ces régions-là pour qu'ils puissent vacciner. Ce que vous mentionnez comme situation, mais ça démontre bien, dans le fond, aujourd'hui, dans le fond, l'inéquation entre notre capacité de vacciner puis le nombre de vaccins qui nous est fourni. Et lorsqu'on aura plus de vaccins, bien encore là, l'élément que vous soulevez, qu'il y a des régions qui arrêtent de vacciner, bien, on verra plus ça. Et on souhaite ça. On souhaite vacciner. Maintenant, nous allons passer à François Carabin du journal Métro. Oui, bonjour messieurs. J'espère que vous m'entendez bien. Monsieur Massé, j'aimerais revenir sur la période de 90 jours. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé à 90 plutôt que, par exemple, 60 ou 120 si on pense qu'il n'y a pas de données probantes après 42 jours? Parce que 90 jours, d'abord, c'est court comme intervalle. Et puis, ça nous permet de rejoindre des clientèles qui sont vraiment importantes. On a parlé des RPA qui vont commencer tantôt, mais on a mentionné aussi les personnes de 80 ans et plus, 70 ans et plus. Et ça va nous permettre de rejoindre ces gens-là. Et il y a un impact maximal, ces gens-là, qu'on va pouvoir rejoindre plus précocement. Mais dès qu'on va être capable, on va raccourcir l'intervalle. Mais c'est vraiment pour rejoindre des clientèles qui sont extrêmement vulnérables et ça nous permet quelques semaines de plus de pouvoir les rejoindre et de les protéger. En sous-question? Oui, merci. Monsieur Dubé, il y a des familles qui avaient accepté de se faire vacciner en prenant en compte qu'elles recevraient une deuxième dose assez rapidement. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui, maintenant qu'on leur dit que ça pourrait attendre 3 mois avant une prochaine vaccination? Bien, je dirais que la première chose, c'est un maximum de 3 mois parce qu'encore une fois,
on va faire, puis je pense que le docteur Massé l'a bien dit, la recommandation que nous fait la santé publique, c'est de dire que c'est un maximum de 3 mois. Deuxièmement, on va suivre l'évolution, je le répète, là, mais dans mes mots à moi, ce que ça veut dire, c'est on va suivre l'évolution de chacune des clientèles. Les gens qui ont été vaccinés en CHSLD, là, on les connaît par leur nom, on suit ça. S'il y a des choses qui arrivent, on va le suivre. Et s'il y avait besoin de réajuster notre politique au cours des prochaines semaines, on va le faire. Alors moi, je veux réassurer les gens. Les gens ont eu la chance d'être vaccinés en premier, mais il y a une clientèle vraiment à risque. Et c'est ça le choix que la recommandation de la santé publique nous fait. On veut maximiser le nombre de personnes vulnérables qu'on doit faire. Fait que j'apprécie beaucoup là, ce qui est fait en ce moment, mais on va suivre la situation de très proche. Maintenant, Marc-André Gagnon, le Journal de Québec. Vous pouvez y aller, M. Gagnon. Il y a un décalage horaire avec Québec. Sinon, le temps de rétablir le son, on pourra passer à Fanny Lévesque de La Presse. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfait. Je voulais savoir, on a appris cette semaine aussi que le vaccin Pfizer pourrait être, en fait, les cabarets ou les plateaux de 975 doses pourraient être divisés en plus petites unités portatives. J'aimerais savoir, M. Dubé, à quel point ça vient changer la donne dans la campagne de vaccination au Québec. Ah, mais ça, je vais référer ça à notre expert de vaccination, M. Paré. Écoutez, premièrement, c'est une excellente nouvelle. D'avoir la capacité de déplacer du vaccin, ça va nous permettre d'être, je dirais, plus près d'une certaine clientèle. M. Dubé, vous l'avez mentionné tantôt, hein, on va débuter la vaccination dans les résidences pour personnes âgées dans la semaine du 25 janvier, mais d'avoir la possibilité de fractionner, dans le fond, les doses Pfizer, mais on va être capable de se déplacer et de justement d'aller vacciner les gens directement là, dans les résidences. C'est ça que ça fait la différence. Ça ne nous donne pas plus de vaccins, mais ça nous donne beaucoup plus d'agilité. Je voulais savoir, hier, M. Dubé, les autorités de Montréal disaient qu'il y avait le feu et qu'on avait besoin d'aide rapidement. Là, ça a été un petit peu évoqué par un camarade, mais c'est quoi le plan pour aider Montréal dans les hôpitaux? Est-ce qu'on pense déplacer du personnel des régions? Et est-ce que c'est évoqué peut-être la possibilité d'avoir recours à l'armée comme lors de la première vague? Concernant l'armée, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Premièrement, je dirais qu'on va prendre toujours l'aide du fédéral qui nous est offerte. Je pense que si, à la situation où on est aujourd'hui, s'il y a un endroit où le fédéral, puis on va en parler demain avec eux, parce que moi, j'ai une rencontre de mes homologues provinciaux avec le fédéral demain après-midi. Mais s'il y a un endroit où le fédéral peut continuer à nous aider, c'est particulièrement avec la Croix-Rouge, beaucoup plus qu'avec l'armée. Parce que la Croix-Rouge peut nous aider dans nos aides, par exemple, dans les CHSLD ou dans des endroits comme ça. Ça fait que on dit jamais non à de l'aide, puis on va en reparler dans notre conférence de demain après-midi. Pour ce qui est de la première partie de votre question, je l'ai dit tout à l'heure, puis je vais le répéter, on ne ferme aucune porte. On a en ce moment, Dr. O'Patterney, un peu plus tôt cette semaine, vous a expliqué qu'il y avait plusieurs mesures qu'on mettait en place pour se préparer si jamais on devait aller encore beaucoup plus haut que le 1500 lits, dont à peu près 1000 lits à Montréal. Mais ces efforts-là, en ce moment, c'est un ensemble d'efforts qui sont faits. J'ai parlé tantôt des infirmières. On a ce qu'on appelle les établissements qui sont dédiés pour les cas COVID. Fait qu'il y a un ensemble de faits qui sont disponibles. Et parce que, justement, il y a des régions qui sont moins touchées, le transfert de personnel peut être aussi considéré. Mais je pense qu'on va être beaucoup mieux en mesure de vous donner l'état de la situation en début de la semaine prochaine, parce qu'on verra où on est par rapport au point d'inflexion dont je parlais un petit peu plus tôt dans le point de presse. Nous allons maintenant faire une tentative numéro 2 avec M. Marc-André Gagnon du Journal de Québec. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Gagnon. Parfait, merci. Alors, si les effets du couvre-feu s'avèrent, si
les efforts que les Québécois font en ce moment fonctionnent et donc que la situation épidémiologique s'améliore. Est-ce que j'ai raison de comprendre là, lorsque je regarde la déclaration commune là, des responsables de santé publique des provinces et du fédéral, qu'il ne serait donc plus justifié d'augmenter l'intervalle entre les deux doses? C'est-à-dire, donc, si je résume, là, que si la situation s'améliore, vous devriez donc vous en tenir à respecter là, le maximum de 42 jours. Moi, je ne fais pas un lien directement entre les deux, puis peut-être que Dr. Massé, mais premièrement, je vais être clair. J'aime ça, les questions hypothétiques, M. Gagnon, là, les si, là, mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, là, je vais être très, très clair, là, la situation est encore très inquiétante dans les hôpitaux. On n'est pas en train de dire là, qu'on a gagné la bataille. Au contraire. On avait encore une augmentation aujourd'hui, encore une augmentation hier. Vous avez vu le rapport de l'INES, il montre que ça peut continuer à se détériorer dans les prochaines semaines. Fait que je veux juste être sûr que les Québécois comprennent bien là, que la situation en ce moment, elle est très préoccupante. Bon, maintenant, ce que vous demandez, c'est que si les choses, et je dis bien si les choses s'améliorent, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la deuxième dose? Moi, j'ai de la misère à faire ce lien-là parce que la deuxième dose, pour nous, c'est avec la question, puis c'est ça qu'on avait demandé à la santé publique, de nous dire quelle est la meilleure stratégie pour assurer qu'on va aller chercher le plus rapidement possible de clientèle vulnérable. Que ça aille bien ou que ça aille moins bien, c'est toujours la même question. À quelle vitesse on peut vacciner, étant donné le nombre limité de vaccins qu'on a, M. Gagnon? Moi, je vous dirais en ce moment là, que la vraie question, c'est, puis je le dis souvent, puis je sais que le fédéral fait un effort pour aller chercher d'autres vaccins, mais plus on va avoir de vaccins, plus on va être capable de faire la deuxième dose le plus rapidement possible. Alors, je fais la différence entre les deux. Je ne sais pas si Dr. Massé, vous voulez compléter. C'est sûr que la situation épidémiologique met une pression pour pouvoir intervenir auprès de certains groupes. Ceci dit, si on avait des vaccins, on n'en serait pas là. Donc, c'est important qu'on ait... Puis, au fur et à mesure qu'on va avoir accès à des vaccins, à ce moment-là, on va avoir moins besoin d'utiliser cette stratégie-là. Ces choses-là vont comme se régler un avec l'autre, là, parce que ça va arriver à peu près en même temps. Quand on va avoir vacciné assez de personnes, la situation épidémiologique, spontanément, elle va baisser. Je vais peut-être juste rajouter le fait qu'on travaille au Québec avec un comité d'immunisation qui a fait sa marque, non seulement au niveau canadien, mais au niveau international. Des publications, des experts de grande réputation, des gens qui travaillent déjà sur le Comité canadien d'immunisation aussi, sont déjà présents dessus. Donc, ce n'est pas une décision qui est une décision de quelques personnes en catimini, mais c'est vraiment été réfléchi à plusieurs reprises. Il y a eu des allers-retours et ces experts en immunisation-là nous disent que ce qu'on fait, c'est la bonne décision, c'est sécure et c'est ce qu'on devrait faire. C'est la recommandation qu'on a eue de la part du Comité d'immunisation du Québec. Maintenant, sous question, M. Gagnon. Très bien. Donc, le premier ministre François Legault disait en début de semaine que c'était pour retarder de futures livraisons que le Québec pourrait vacciner à donner la deuxième dose dans les délais prescrits. Donc là, je comprends que vos échanges, tant avec Ottawa qu'avec les fabricants de vaccins, ont permis d'écarter cette menace qu'Ottawa laissait planer la semaine dernière. Bien, écoutez, moi, je ferai une différence là, entre la recommandation qu'on a de la santé publique, les ententes qui ont été faites au niveau du CCMI, là, qui est l'équivalent du CIC, là, donc le Comité national. Maintenant, ce que vous posez comme question se rapporte aux déclarations du ministre de l'Approvisionnement, puis ça, je vais laisser la ministre de l'Approvisionnement faire les commentaires. Nous, ce qu'on a, c'est on a établi une recommandation, on a reçu une recommandation, pardon, du CIC et de la santé publique qui nous rend confortables avec la décision qu'on prend, puis on va procéder. Et même, j'ai ajouté qu'on a eu des discussions directement avec Pfizer pour leur expliquer notre décision. Maintenant, nous allons passer à Stéphanie Marin de la presse canadienne. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, juste pour rebondir sur cette question-là, vous avez mentionné à plusieurs reprises avoir eu des discussions avec la compagnie Pfizer, par exemple, pour leur expliquer la situation du Québec et votre position par rapport à la deuxième dose. Mais par contre, est-ce que Pfizer et Moderna ont donné leur accord? Est-ce qu'elles ont approuvé cette façon de faire que vous avez choisie? Écoutez, je vais laisser la santé publique répondre à ça. Je pense que nos discussions étaient plus pour les informer de notre décision
et surtout de leur expliquer pourquoi nous prenons ces décisions-là. Mais je pense que c'était de bonne guerre de leur expliquer. Il faut comprendre que la compagnie fait ses recommandations à partir des données épidémiologiques qu'elle a. Elle a des données jusqu'à 42 jours de suivi, puis probablement que très bientôt, elle va pouvoir avoir des données pour 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis donc ces données-là vont évoluer. On peut comprendre la compagnie dire, bien, nous, on a les données jusqu'à tel moment. Ceci dit, quand on regarde le développement de l'immunité reliée au vaccin, ben, ça nous donne une information qui est essentielle pour pouvoir prendre les décisions. Et comme je le mentionnais, cette immunité-là, elle n'arrête pas d'un coup sec, elle continue et elle va continuer pendant encore un bon moment. Oui, on veut donner la deuxième dose pour s'assurer qu'il va y avoir une durée de protection qui va être plus grande. Mais cette chose-là n'arrête pas. Donc, on veut suivre les recommandations de la compagnie. On leur a dit, c'est pas parce qu'on ne veut pas respecter ça, c'est qu'on fait la balance entre le fait de retarder de quelques semaines, puis on a l'impression qu'on retarde de 12 semaines. En vérité, il y a un délai de 21 jours déjà. Donc, on retarde pas tout à fait de 90 jours, c'est moins que ça, là. Et puis, l'autre balance, c'est l'impact. Bon, ça, c'est notre responsabilité à nous, c'est pas celle de la compagnie. La compagnie a dit, moi, j'ai des données jusqu'à 42 jours, puis donc, je peux pas aller au-delà de ça. Mais nous, notre responsabilité, c'est de dire, mais on a une situation épidémiologique qui est questionnante, et là, à ce moment-là, on doit prendre ce choix-là, et on s'est aidé d'experts. On l'a expliqué aux experts canadiens, on a discuté avec les gens du CCNI, on a discuté avec les autres directeurs de santé publique, puis on a expliqué ça à la compagnie Pfizer, qui, elle n'a pas à nous approuver, on ne lui demande pas de nous approuver, on lui demande de continuer à nous approvisionner en vaccins parce qu'on en a besoin, puis on pense que c'est une utilisation optimale pour un contexte court, un contexte particulier, puis dès que ça va être réglé, ben, je veux dire, on va suivre. Et maintenant, en sous-question, Mme Marin. Oui, merci. Il y a un moment donné où vous allez, avec les nouveaux arrivages de vaccins, en avoir assez pour commencer les deuxièmes doses, tout en donnant des premières doses à d'autres groupes que vous avez dans votre liste de priorités. À quel moment est-ce que vous allez pouvoir passer à cette deuxième dose-là? Est-ce que ce sera quand toutes les personnes de 70 ans et plus seront vaccinées ou quand d'une première dose ou toutes les personnes de plus de 80 ans? Avez-vous établi une stratégie à ce niveau-là? Et que j'aimerais avoir mon tableau avec moi, mais je vais laisser ça à M. Paré répondre parce qu'on a déjà la réponse. Daniel? Oui, votre question est pertinente. Là. On a déjà une projection au niveau des arrivages de vaccins vers la fin mars. 15 mars, là, cette semaine-là, on a vraiment un arrivage de plus de 300 000 doses qui va justement nous permettre de continuer de vacciner nos gens les plus vulnérables de 70 ans et 80 ans et aussi va nous permettre de donner les deuxièmes doses pour les groupes qui auront déjà été vaccinés. Et déjà dans la planification, puis vous l'avez bien présenté, M. Dubé, la semaine passée, le tableau, nous, on avait déjà prévu des doses dans nos allocations pour justement la fin du mois de mars, pour justement réaliser cet objectif-là. Et en même temps, mais indépendamment, encore là, s'il y aurait des arrivages plus tôt au niveau des vaccins, mais écoutez, nous, logistiquement, on aurait la capacité là, de réorganiser nos horaires pour vacciner la deuxième dose plus rapidement là, selon les vaccins et selon les recommandations de la santé publique. Maintenant, nous allons donner la parole à Mylène Crête du journal Le Devoir. Bonjour. Je voulais savoir, on sait qu'il y a eu une éclosion là, au CHSLD Mémonide. Je me demandais, est-ce qu'on sait si c'est attribuable au fait que les gens qui ont reçu la première dose de vaccin n'ont pas développé une immunité de 92 % après 14 jours? Richard, peut-être. Oui. Soyez sûr qu'il y a une évaluation de la situation qui est en cours actuellement pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est des gens qui sont plus âgés, qui sont vulnérables. C'est une possibilité que le vaccin soit moins efficace chez les gens plus âgés. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde actuellement. Mais on n'est pas capable d'affirmer cette chose-là. On n'a pas des données qui sont bien faites. Mais il y a une équipe d'épidémiologistes, notamment à l'Institut de santé publique, mais avec des experts en maladies infectieuses du centre qui regardent ces données-là pour nous donner les réponses à ces questions-là, qui sont tout à fait justifiées. Et en sous-question? Je voulais savoir, la décision de reporter la deuxième dose de 42 à 90 jours s'appuie sur les données épidémiologiques
Or, il y a des spécialistes en immunologie qui craignent que une immunité partielle au virus pourrait entraîner des mutations qui feraient en sorte que le vaccin serait peut-être inefficace. Est-ce que vous avez considéré ce risque-là dans votre décision? Oui, bien, ça fait partie des risques qui sont regardés, mais le virus n'a pas attendu que le vaccin soit là pour commencer à muter. On a commencé déjà l'année passée à avoir des variantes du virus qui ont circulé. Il y a une variante plus importante ou des variantes plus importantes qui circulent actuellement en Europe. Ils ont commencé au Canada d'ailleurs, en Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas un enjeu relié au vaccin, c'est un enjeu relié au virus lui-même. Le virus de l'influenza varie à chaque année. Ça n'a pas rapport avec le vaccin. Ça a plutôt rapport avec le virus, qui est un virus instable puis qui fait ces variations-là. Mais écoutez, ça fait partie de la balance des choses, mais encore une fois, cette chose-là n'est pas l'élément principal du tout qui a amené à regarder les choix qu'on faisait. C'est vraiment des choix de l'impact de ne pas vacciner. On peut le mettre différemment, l'impact de ne pas vacciner pendant une période de 2 mois supplémentaires. Qui on est capable de rejoindre pendant ces 2 mois-là versus l'impact d'une immunité qui persiste quand même. Il faut quand même voir ça. Et puis qu'à ce moment-là, on est convaincu qu'il reste une protection. Est-ce qu'elle peut diminuer? C'est possible. Et on va le monitorer. Et puis si on se rendait compte, je me répète encore, si on se rendait compte qu'il y avait des sous-groupes plus âgés ou plus vulnérables pour lesquels l'immunité dure moins longtemps, on devra réagir en conséquence. On va générer ces données-là, pas juste nous. Tout le monde à travers la planète est en train de chercher les réponses à ces questions-là. Alors, pour le dernier média francophone, ce sera au tour d'Émilie Pelletier du Journal Le Soleil. Madame Pelletier. Alors, nous allons maintenant procéder aux questions en anglais. Alors, Madame Félicia Parillo de Global News. Christian Dubé, le ministre de la Santé, fait le point sur la vaccination au Québec. La dernière journaliste a peut-être eu le problème que j'avais eu, moi, avec le premier ministre, d'être sur la sourdine. Ce sont des choses qui arrivent en 2020-2021. Voici donc ce que le gouvernement du Québec instaure. Un intervalle de 6 à 13 semaines, de 42 jours à 90 jours entre la première dose du vaccin et la deuxième dose du vaccin. Pfizer recommandait 3 semaines, 21 jours. Le comité fédéral recommandait au maximum 6 semaines. Le gouvernement déplace ça, le gouvernement du Québec, entre 6 et 13 semaines. Pourquoi? C'est la balance des risques. Il vaut mieux injecter une première dose de vaccin dans le bras des Québécois le plus rapidement possible pour les protéger à 90-92 % et décaler un peu la deuxième dose dans l'espoir donc de donner un peu d'oxygène au réseau de la santé, de faire en sorte que les gens les plus vulnérables soient moins hospitalisés. Le gouvernement Christian Dubé dit que la vaccination est un impératif moral, que protéger le réseau de la santé est une nécessité. C'est une décision, par contre, qui est prise sans savoir quels sont les effets d'une vaccination d'une deuxième dose au-delà de 6 semaines, au-delà des 42 jours. Ce que Richard Massé, le conseiller spécial à la santé publique, dit, c'est que l'immunité ne s'arrête pas comme un mur au bout de 6 semaines. On pense qu'elle continue peut-être jusqu'à 90 jours, d'où ce risque calculé qu'on prend. La situation générale est favorable en ce moment, autour de 2100 cas par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ceux qui ne respectent pas les règles nuisent à l'ensemble du Québec, a dit Christian Dubé.